Tu es assis dans un café sur Mars, la tête baissée, en essayant de ne pas attirer l'attention sur toi. Il y a du monde et beaucoup de gens chantent, dansent et parlent à voix haute de la vie sur Mars. Ta boisson arrive et tu la sirotes. Pour l'instant, personne ne te reconnaît. Tu portes une cape avec un grand sweat à capuche pour couvrir ton visage et te dissimuler aux yeux du monde. Mais quelqu'un te heurte accidentellement et voit ton visage. La musique s'arrête et maintenant, tout le monde te regarde. Tu n'as nulle part où te cacher ou fuir. Tu ignores les regards insistants et tu continues à siroter ta boisson. Un vieil homme barbu est assis en face de toi, étonné d'être en ta présence. « Alors c'est vrai! Personne ne croyait que tu y arriverais !» dit-il. Tu ne réponds pas et continues à boire ton verre. Tous les autres se rassemblent autour de toi. Un autre homme prend la parole. « Eh bien, tu ne vas pas nous raconter comment tu as échappé aux griffes du Kraken de l'espace ?» Tout le monde est sous le choc. Personne n'a jamais réussi à raconter l'histoire du Kraken. Sauf toi. Ton plan était de trouver un passeur pour t'emmener dans un vaisseau spatial loin de cette planète. Mais c'est trop tard, maintenant que tout le monde sait que tu es là. Et le messager s'est enfui, sachant que toute l'attention était portée sur toi. Tu remets ton sweat à capuche et tu expliques ce qui s'est passé. 2 jours plus tôt. Tu es dans ton équipement complet, prêt à faire le voyage dans l'espace le plus éloigné. Tu as un vaisseau en solo qui est conçu pour manœuvrer à travers tous les obstacles du cosmos. Tu prépares le reste de l'équipement et tu fais le plein. Tout le monde te regarde, sachant que tu pourrais ne jamais revenir. Mais le Kraken flotte dans l'espace depuis trop longtemps et perturbe les transports de marchandises. Un petit vaisseau comme le tien peut échapper à son odorat et à sa vue. Mais les plus gros vaisseaux seront détruits. Tu t'es donné pour mission de trouver ce Kraken et de l'étudier. Si tu apprends ses habitudes, tu pourras trouver comment t'en débarrasser. Tout le monde fait ses adieux et tu décolles. Tu sais que le chemin sera très long pour y arriver. Peut-être 3 jours dans le vide de l'espace. Tu as vu quelques images rapides du Kraken, mais personne ne sait exactement où il dort. Ou même s'il dort vraiment. Tu mets de la musique et règles ton vaisseau sur le régulateur de vitesse. Tu prends des notes et tu règles la caméra pour te documenter pendant que tu prépares tout ce dont tu auras besoin. Tu as aussi quelques caméras à l'extérieur qui enregistrent tout ce qui bouge. Même les capteurs thermiques pour attraper les créatures vivantes qui flottent dans l'espace. Après quelques heures, tu quittes les quartiers sécurisés de Mars et tu entres en territoire hostile. Il n'y a pas d'endroit où se cacher ni personne pour t'aider. Quelques petits navires comme le tien passent de temps en temps. Ils te regardent aller plus loin vers le Kraken. Tu remarques de nombreux panneaux flottants alimentés par des machines qui te mettent en garde contre le Kraken. Les caméras commencent à enregistrer et tu commences ton journal vidéo qui est transmis à ton réseau chez toi. Pour l'instant, rien. C'est calme et sombre. Les heures passent et tu flottes au milieu de nulle part. Tu as presque envie de faire demi-tour. Mais tu remarques quelque chose dans les capteurs. Tu vois un grand objet vivant à proximité. Tu éteins les lumières et tu ralentis ton vaisseau. Tu reprends l'enregistrement et tu commences à te parler à toi-même, à tout expliquer. L'objet se rapproche de plus en plus. Tu te décales pour l'éviter et tu t'accroches à un rocher qui flotte. Mais tu ne vois toujours rien. Tout à coup, tu vois des créatures lumineuses qui ressemblent à des méduses et qui se rassemblent en un groupe. Sur tes capteurs thermiques, elles semblent être de gros objets. Mais en fait, ce ne sont que de petites créatures. D'après tes études, ces créatures font partie de la nourriture principale du Kraken. Donc, elles sont probablement en train de le fuir. Après quelques minutes, les créatures s'éloignent en flottant et tu décolles et rallumes les lumières. Quelques heures de plus passent et tu ne vois toujours pas de Kraken. Soudain, un souffle secoue ton vaisseau et tu es légèrement dévié de ta trajectoire. Tu remarques qu'un gros objet a pénétré dans tes capteurs thermiques et en est sorti. Tu continues à avancer et vérifies les paramètres de lecture pour voir si tes caméras ont réussi à capter quelque chose. Tu essayes de regarder attentivement, mais il semble qu'une rafale de vent soit passée devant toi, ce qui est bizarre, car il n'y a pas de vent dans l'espace. Tu contrôles les capteurs thermiques et tu remarques qu'un grand objet ayant la forme du Kraken est passé devant toi. Il est toujours là et il a probablement repéré ton odeur. Tes systèmes ont récupéré des particules d'ADN et les étudient. Au bout d'un moment, elles montrent que la peau du Kraken peut changer de couleur en fonction de son environnement. Sa peau est épaisse et composée d'une matière cosmique fluorescente qui est inédite par rapport à toutes les autres créatures que tu as rencontrées.
Le système continue à l'étudier. Au bout d'un moment, le Kraken sort de ton radar et disparaît. Tu fais demi-tour pour essayer de le retrouver. Les gens sur Mars peuvent voir les données et ont déjà des informations sur sa taille et la qualité de sa peau. Ils ont même vu des images que tu as réussi à capturer. Tout en continuant à avancer vers lui, tu allumes tes projecteurs pour essayer de voir quelque chose. Tes caméras tournent toujours. Soudain, le Kraken change de couleur de peau et apparaît juste devant toi. Ses grands tentacules clignotent et fouettent les débris spatiaux qui se trouvent à proximité. Son immense œil, aussi grand qu'un bus, te regarde. Il ouvre sa bouche et tu vois des rangées de dents pointues qui tournent autour de toi comme un broyeur. Il a un grand bec qui peut briser ton vaisseau facilement. Il se met à clignoter rapidement en signe d'avertissement. Il expulse du liquide pour se déplacer dans un environnement spatial sans gravité. Il se déplace et se lance vers toi. Ton vaisseau a un champ de force automatique pour te protéger, mais il ne peut pas supporter la puissante morsure du Kraken. Après seulement quelques secondes, le bouclier se brise et ton vaisseau tombe en piqué sur une autre planète. Tu t'es écrasé sur une terre marécageuse. Ton vaisseau a survécu, mais il ne peut pas décoller. L'analyse du Kraken est prête. Elle montre qu'il n'a pas besoin d'oxygène pour respirer et que son ADN évolue. Maintenant qu'il a goûté à ton champ de force, il peut s'adapter pour créer un biochamp de force similaire. Mais tu t'es écrasé sur une planète qui t'est étrangère. Tu mets ta combinaison de sécurité et tu observes l'environnement. L'atmosphère est remplie d'azote et de soufre. Tu sors et tu te promènes. La gravité y est similaire à celle de la Terre. En t'aventurant dans le marécage, tu commences à voir des petites particules de peau semblables à celles que ton vaisseau a attrapées. Le liquide en dessous de toi est une substance étrangère qui semble détériorer ta combinaison. Alors, tu choisis de faire du surplace. Les arbres sont étranges et paraissent vivre de l'atmosphère. Mais il n'y a aucun signe de vie nulle part. Soudain, tu vois un énorme cratère qui mène au centre de la planète. Tu entres dedans et tu vois des vaisseaux identiques aux tiens. On dirait que le Kraken les a fait dévier de leur route et qu'ils se soient écrasés sur cette planète. Beaucoup d'entre eux semblent être intacts, tandis que d'autres sont complètement détruits. Tes senseurs captent un autre signal. Ils détectent une autre créature qui vit au centre. Tu essayes de t'approcher. Tu fais de ton mieux pour être aussi discret que possible. Mais tu sens le sol trembler sous toi. Tu te baisses pour essayer d'éviter les rochers qui tombent au-dessus de ta tête. Un grand tentacule surgit de nulle part, puis un autre et encore un autre. Il se balance et rampe à l'air libre. D'après les études de ton système, ce Kraken est 10 fois plus grand et a même une apparence différente. Il ne te voit pas, mais il peut sentir que tu es là. Il commence à parcourir la planète pour essayer de te trouver. Il frappe ton vaisseau. Tu essayes de trouver un moyen de le démarrer, mais il lui manque une pièce. Tu trouves un autre vaisseau abandonné. Tu enlèves la pièce dont tu as besoin et tu la mets sur ton vaisseau. Ta combinaison possède une fonction d'auto-réparation qui te permet de réparer ton vaisseau sans outil. Après quelques minutes, il est prêt à repartir. Tu allumes ton vaisseau, même s'il est endommagé, et tu décolles. Tu réussis à te faufiler derrière le Kraken. Tout le monde au café est silencieux. Beaucoup ne croient pas à tes histoires. Ils avaient cessé de recevoir des transmissions en direct avant que tu sois abattu par le Kraken de l'espace. Tout à coup, une alarme retentit et prévient que le Kraken est arrivé. Tout le monde se précipite, paniqué. Tu entends une voix dans ta tête. C'est du charabia. Mais tu as des visions du Kraken qui te parlent. Il sait que tu es là et il vient pour toi. Parfois, quand on regarde la Lune, on voit un visage souriant. C'est bien évidemment une illusion, mais beaucoup de gens le voient malgré tout. C'est dû au fait que sur la surface de la Lune, on trouve des mers et des montagnes. Ces reliefs, vus de la Terre, correspondent à des zones d'ombre et de lumière. Ces mers, les zones d'ombre, sont des plaines de lave durcie provenant d'éruptions volcaniques qui ont eu lieu il y a très longtemps. Les zones de lumière correspondent aux collines et aux montagnes. À nos yeux, ces taches lunaires forment un visage souriant ou parfois une autre forme. Notre cerveau a tendance à nous jouer des tours dans ces situations. Il s'agit d'un phénomène appelé pareidolie. On voit des formes et des visages, même lorsqu'il n'y en a pas. C'est comme quand on voit un visage sur une tranche de pain grillé ou des formes dans les nuages. Les habitants de l'hémisphère nord voient une forme de visage dans ces mers lunaires. Les yeux sont la mer de la sérénité et la mer des pluies. La mer des nuées forme la bouche et les mers des îles et des vapeurs forment le nez.
Mais ce n'est qu'une façon d'interpréter ces formes, et cela fonctionne principalement dans l'hémisphère nord. Les habitants de l'hémisphère sud, eux, voient la Lune à l'envers. Quand ils regardent la Lune, ils voient une personne qui porte des brindilles de bois. D'autres voient une femme avec les cheveux attachés, ornés de 2 bijoux, et ils voient son profil gauche. L'un des cratères rappelle un diamant qu'elle porterait autour du cou. Dans d'autres parties du monde, les gens voient un lapin. Les habitants du nord-ouest Pacifique en Amérique racontent une petite histoire sur le crapaud qu'ils voient dans la Lune. Un loup serait tombé amoureux d'un crapaud, mais le crapaud ne lui faisait pas totalement confiance. Il s'est donc enfui en bondissant sur la Lune. Est-ce qu'il existe des arcs-en-ciel sur les autres planètes ? Les ingrédients pour composer ces phénomènes merveilleux sont des gouttelettes d'eau et de la lumière. Nous n'avons pas encore découvert de planète avec de l'eau en surface et il n'y a aucune atmosphère assez humide pour produire de la pluie. Mais les gouttelettes d'eau ne sont pas les seules capables de réfracter la lumière du Soleil. Titan est l'une des lunes de Saturne. Son atmosphère est pleine de gouttelettes de méthane liquide qui produisent probablement de la pluie. Il y a énormément de brume sur Titan. La lumière directe du Soleil n'est donc pas chose commune. Mais il y a quelques probabilités que des arcs-en-ciel de méthane se créent un jour. S'ils existaient, ils seraient semblables aux arcs-en-ciel visibles sur Terre. Mais ils seraient un peu plus larges car le méthane réfracte la lumière différemment de l'eau. Il existe un phénomène similaire sur Vénus appelé Glory. Les chercheurs ont pu observer ce phénomène optique semblable à un arc-en-ciel. Il s'agit de la lumière du Soleil qui entre en contact avec des gouttelettes d'acide sulfurique. Jupiter est une planète énorme. Elle fait environ 11 fois la taille de la Terre. Ce n'est pas tout. Notre planète est 2 fois plus petite que sa grande tache rouge, l'orage qui gronde sur Jupiter depuis plus d'1 siècle. On doit une fière chandelle à Jupiter. Ses radiations dépassent 1000 fois le niveau létal pour l'homme et sa force de gravité est si puissante qu'elle protège notre planète des collisions. Dans d'autres systèmes planétaires, les planètes géantes comme Jupiter peuvent se déplacer et s'éloigner de leur lieu de formation. Elles tournent en spirale et s'approchent de leur étoile. En se déplaçant et en s'approchant de leur étoile, elles peuvent causer beaucoup de dégâts. Elles peuvent englober ou détruire des petites planètes ou tout autre corps céleste sur leur passage. Mais si ces planètes géantes restent à leur place, loin de leurs étoiles, elles protègent tout le système planétaire et les planètes internes en les maintenant en orbite autour d'une étoile centrale. Jupiter a reçu le nom d'aspirateur du système solaire parce qu'elle englobe toute comète ou astéroïde qui s'approche trop. Elle peut aussi changer leurs orbites et les renvoyer dans l'espace, d'où elles ne reviendront pas avant très longtemps. C'est comme cela que Jupiter protège les planètes internes, même si parfois certaines comètes ou astéroïdes lui échappent, comme probablement l'astéroïde qui a causé l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Les anneaux de Saturne sont les plus connus de notre système solaire. Ils sont grands, colorés et très visibles. Tu peux même les voir avec un télescope tout simple depuis ton jardin. Mais d'autres planètes ont des anneaux comme Uranus, dont les anneaux gagnent la 2e place des anneaux les plus intéressants du système solaire. Il s'agit de 13 anneaux composés de particules très sombres de tailles différentes. Ils sont sûrement récents, beaucoup plus récents qu'Uranus elle-même. Selon une théorie, ces anneaux sont composés de débris d'une ou plusieurs lunes détruites lors d'impacts à haute vitesse. La quantité de débris était largement plus importante, mais seules certaines particules ont survécu et forment les anneaux d'Uranus. Notre planète a perdu 60% de son atmosphère à cause de l'impact d'un astéroïde qui, selon une théorie, aurait créé la Lune. La collision entre la Terre et un corps céleste de la taille de Mars a eu lieu il y a plus de 4 milliards d'années. Les débris se sont concentrés en orbite autour de notre planète et ont donné naissance à la Lune. Il y a au moins 37 volcans actifs sur Vénus, ce qui démontre que son noyau est encore actif géologiquement. D'autres recherches ont montré que l'intérieur de la planète était chaud et composé de structures circulaires. Des jets de matière extrêmement chaude jaillissent à la surface de Vénus et c'est ainsi que ces structures se forment. C'est le même principe que pour les aires volcaniques des Hawaï. Mais les chercheurs pensent que ces structures sont le résultat d'une activité géologique passée et ils considèrent que Vénus a beaucoup refroidi en limitant l'activité géologique au noyau et que sa surface s'est tellement endurcie que la matière ne peut plus s'échapper de la croûte. En parlant d'éruptions, il y en a aussi sur la Lune de Jupiter.
Sur notre Lune, il ne se passe pas grand-chose, mais sur Io, il y a des centaines de volcans. Elle est considérée pour cette raison la lune la plus active du système solaire. Si on pouvait la visiter, on verrait des jets de soufre jaillissant à plus de 300 km dans l'atmosphère. Ces volcans émettent une tonne de particules et de gaz par seconde dans l'espace proche de Jupiter. Ce phénomène pourrait être dû au champ magnétique de Jupiter qui contracterait et décontracterait le noyau de Io en fonction de sa distance par rapport à sa planète mère, ce qui générerait de grandes quantités d'énergie suffisamment pour alimenter l'activité volcanique. Il y a des milliards de comètes dans notre système solaire. La plupart d'entre elles se situent dans le nuage de Oort et dans la ceinture de Kuiper. Une comète est généralement constituée de pierre et de glace jusqu'à ce qu'elle se rapproche du Soleil. Lorsqu'elle est proche du Soleil, elle se transforme en un nuage de gaz et de poussière. C'est pour cela que les comètes ont des queues. La surface de Pluton correspond à une série de dômes, de sommets et de crevasses qui se sont probablement formés à cause des nombreux cryovolcans. Il ne s'agit pas d'érosion ou d'autres activités géologiques, mais ce sont les cryovolcans qui projettent de la matière glacée à la surface. Sur ce même hémisphère, on trouve quelques cratères appelés New Horizons. Ils se sont probablement formés suite à des impacts d'astéroïdes assez récemment. Le noyau de Pluton a sûrement retenu de la chaleur, ce qui a permis à de la matière riche en eau et glace de se poser à la surface. Et ces volcans dont je parlais tout à l'heure ont pu se former à cause de l'eau qui s'est échappée du noyau de la planète et s'est congelée rapidement à cause des températures extrêmement basses et de la pression atmosphérique de Pluton. Uranus est une des planètes moins denses de notre système solaire. La moins dense est Saturne. Bien que sa masse soit 14,5 fois supérieure à celle de la Terre, Saturne est moins dense que l'eau. Cela signifie qu'elle flotterait dans une piscine, si cette piscine faisait plus de 60 000 km de diamètre. Ok, on parle d'une super grosse piscine. Revenons à Uranus. C'est une planète si peu dense que tu serais soumis à moins de 90% de sa pesanteur. Si bien sûr tu pouvais poser un pied sur sa surface nuageuse. C'est sur Mars que se déchaînent les plus importantes tempêtes de poussière de notre système solaire. Elles peuvent recouvrir toute la planète et durer des mois. Selon une théorie, ces tempêtes se déclenchent à cause de particules de poussière qui absorbent la lumière du Soleil et chauffent l'atmosphère de la planète rouge. Des poches d'air chaud se forment alors et se déplacent vers des zones plus froides en créant des courants d'air qui lèvent encore plus de poussière et ainsi de suite. L'atmosphère se réchauffe encore plus et d'autres courants d'air se forment et soulèvent encore plus de poussière. Il vaudrait mieux avoir un ou deux balais à portée de main lorsque cela arrivera près de chez toi. Les scientifiques et les biologistes marins affirment que le poids des calamars sur la planète dépasse celui de tous les hommes réunis. Garde cette information à l'esprit pendant que tu écoutes l'histoire du Kraken. Personne ne sait exactement à quoi ressemble ce monstre marin géant. Mais d'après les récits des vieux pêcheurs dans les tavernes, les archives des voyageurs et les légendes, le Kraken ressemble à un calamar géant. Si c'est le cas, il possède les propriétés anatomiques et les fonctions reproductives du calamar. Et c'est un gros problème pour nous, car un calamar femelle peut pondre de 3 à 100 000 œufs. Même si la plupart d'entre eux ne survivent pas, c'est beaucoup. Nombre de ces créatures vivent dans les sombres profondeurs de l'océan, qui n'ont pas encore été entièrement explorées. Pourtant, il semblerait que nous en saurons bientôt plus sur eux. Le métabolisme de ces créatures s'accélère grâce à l'augmentation de la température de l'eau, ce qui entraîne une croissance de la population. Les scientifiques appellent les calamars les mauvaises herbes des mers, en raison de leur reproduction rapide. Ils sont susceptibles de dépasser la population de tous les poissons et mammifères. Ils seront peut-être bientôt si nombreux qu'ils n'auront plus assez de nourriture au fond de l'océan. Ils commenceront alors à migrer vers la surface. Des petits calamars et des monstrueux géants. Et qui sait, il y aura peut-être un kraken parmi eux, ou plusieurs, ou même des dizaines, des centaines de milliers. Et si cela se produisait, l'humanité et tous les animaux de la Terre seraient évidemment confrontés à un énorme problème. Penchons-nous sur le sujet. En tant que maîtres de la nature, les hommes sont en mesure d'inventer des produits toxiques pour détruire les krakens. Mais comment répandre ce poison? Les calamars géants, ainsi que les poissons ordinaires, les dauphins, les baleines, les algues et le phytoplancton souffriraient aussi s'ils se retrouvaient dans l'eau. Plus de la moitié de l'oxygène mondial est produit par les océans. Si les humains répandaient ce venin dans l'eau, ils risqueraient de perturber l'ensemble de l'écosystème de la planète. L'océan deviendrait sans vie. Il faut donc oublier cette idée d'empoisonner l'eau. Pendant un certain temps, nous serions impuissants face à l'apocalypse des calamars. Imaginons que 2 milliards de calamars remontent à la surface.
Quelques millions d'entre eux sont des kraken. La première chose que ces monstres voudront faire, c'est trouver de la nourriture. Pour eux, le déjeuner est constitué de bancs de poissons ou d'énormes baleines, et personne ne peut les arrêter. Même si les mégalodons existaient, ils ne pourraient pas non plus résister aux tentacules géants et aux becs puissants des kraken. Maintenant, la population de poissons dans l'océan a diminué. Cela signifie que les pêcheurs ne peuvent plus travailler dans les océans. Nous pouvons pêcher dans les lacs, les rivières et les mers, mais ce n'est pas suffisant. Les produits de la mer sont devenus très chers dans le monde entier. Un aquarium avec des poissons rouges est un luxe. Bien sûr, les humains ont appris à attraper des calamars géants, ce qui résout le problème de la faim dans certaines régions. Le métier de pêcheur de calamars est devenu prestigieux dans le monde entier. Cette pêche est dangereuse et demande beaucoup de force et de courage. Le deuxième problème est celui du transport maritime. Chaque jour, des millions de tonnes de marchandises sont transportées à travers l'océan. Des entreprises gigantesques et l'économie de pays entiers fonctionnent grâce à ces transports. Mais aujourd'hui, les kraken nagent près de la surface et rendent tout voyage dangereux. Un seul monstre peut rapidement détruire un petit navire. 10 ou 20 kraken sont capables de couler un cargo géant. Cela entraîne une réduction des chaînes logistiques. La communication entre les continents se fait désormais par voie aérienne. Le nombre de vols augmente, les prix de billets d'avion augmentent, les voyages deviennent trop chers. Cela entraîne une diminution du nombre de touristes dans certains pays, ce qui perturbe leur économie. Il y a plus de kraken et moins de nourriture. Se reposer sur une plage devient également dangereux. Des calamars géants agressifs et affamés peuvent venir sur le rivage pour attraper les baigneurs au soleil. Tous les rivages sont clôturés, la baignade est interdite. Bien sûr, les scientifiques inventent des choses pour lutter contre les calamars. Les barrières sonores, par exemple. Chaque navire est dorénavant équipé d'un appareil qui envoie de puissantes ondes ultrasoniques dans l'eau. Elles font fuir tous les poissons et libèrent le passage pour les bateaux. Au début, c'est utile, mais ensuite les kraken ne les craignent plus. Les ultrasons les mettent en colère. Ils se jettent sur les bateaux et franchissent les barrières sonores. Une autre chose qui les effraie est la lumière du soleil. Depuis des millions d'années, les kraken vivent dans l'obscurité du fond de l'océan. Leurs yeux étant habitués à l'obscurité, ils craignent la lumière vive. Partant ensoleillés, les navires se déplacent librement. Mais dès que le soleil descend sous l'horizon ou que les nuages l'obscurcissent, les monstres marins sortent des profondeurs de l'océan. Cela ne sert pas à grand chose car il est impossible de traverser un océan en une seule journée ensoleillée. De plus, rien ne garantit de ne pas être pris dans une tempête lorsque le soleil est caché derrière les nuages. C'est pourquoi on invente des projecteurs puissants. Ils dirigent leurs faisceaux vers les têtes des monstres et les entraînent dans les profondeurs obscures. Ces projecteurs sont coûteux car ils nécessitent beaucoup d'énergie. Seuls certains navires peuvent s'offrir un tel appareil. Et tandis que les gens cherchent des moyens plus efficaces pour combattre les kraken, les calamars se multiplient encore et encore. Et cela devient la solution au problème. L'océan manque de poissons. La nourriture n'est pas disponible sur Terre. Comme un serpent qui dévore sa queue, les calamars commencent à se battre entre eux. L'eau se remplit de mousse et les calamars s'accrochent les uns aux autres à l'aide de tentacules. Les gros kraken battent les monstres plus petits. Leur population diminue. Quelques calamars géants de la taille de la tour Eiffel survivent après de longues batailles. Et quand le combat est terminé, de petits calamars entrent en jeu. Des milliards de céphalopodes se jettent sur les kraken géants. Ils sont comme des mouches qui attaquent de tous les côtés. Les monstres géants ne peuvent pas les combattre. Le problème des voyages est résolu. Les grands navires peuvent prendre la mer, mais il est toujours dangereux de nager dans la mer, car les petits monstres sont toujours affamés. Les chaînes logistiques ont été rétablies, mais les poissons sont toujours rares dans les océans. Les calamars, tels des parasites, ne permettent pas à d'autres créatures de dominer. Et c'est là que les scientifiques viennent en aide aux poissons. Revenons un instant à notre réalité actuelle. Il existe ce qu'on appelle le forçage génétique. Il s'agit d'une substance qui modifie le code génétique des créatures vivantes. Par exemple, les scientifiques ont mis en œuvre un lecteur de gènes chez les moustiques responsables du paludisme. Les biologistes ont modifié le génome de ces insectes, de sorte que certaines femelles moustiques sont devenues stériles. Ces femmes ont ensuite propagé le gène dans toute la colonie de moustiques. Il en est résulté l'apparition d'un plus grand nombre d'insectes incapables de concevoir. Ils ont continué à propager le gène, et ce jusqu'à ce que la population diminue de manière significative. Le guidage génétique est un moyen peu coûteux de se débarrasser d'espèces envahissantes d'insectes ou de rongeurs. Les scientifiques peuvent ainsi contrôler la population d'espèces entières. Mais de telles actions peuvent être dangereuses. La disparition d'un animal peut perturber l'ensemble de l'écosystème et entraîner la disparition d'autres animaux. Dans le cas des moustiques, la nature n'a pas beaucoup souffert. Les scientifiques utilisent donc le forçage génétique contre les calamars. Mais pourquoi n'ont-ils pas pu le faire dès le début? Les calamars ordinaires ne représentent pas une menace, et leur espérance de vie moyenne est de 3 à 5 ans. Si les scientifiques avaient lancé un forçage génétique, alors en 7 ans, tous les petits calamars auraient disparu. Mais cela n'aurait pas fonctionné avec les kraken. Selon les mythes et les légendes, un tel monstre peut vivre plusieurs centaines d'années.
Or, lorsque les petits calamars ont résolu le problème des grands, un lecteur de gènes entre en jeu. Il faut plusieurs années pour se débarrasser des calamars. L'écosystème océanique commence à se reconstituer. Les gens prélèvent des poissons et des mammifères marins dans les mers et les rivières et les transfèrent dans l'océan. La population de baleines, de requins, de pieuvres, de saumons et de centaines de milliers d'autres espèces augmente. Mais une autre menace se réveille dans les profondeurs de l'océan. Il s'avère que lorsque les calamars et les krakens vivaient au fond de l'océan, ils ont empêché des monstres encore plus terribles de remonter à la surface. Maintenant que tous les arthropodes ont disparu, de nouveaux monstres se libèrent. D'abord, des tremblements de terre marins se produisent. Mais les scientifiques découvrent que ce ne sont pas les fonds marins qui tremblent, mais le dos de crabes géants. Des centaines de monstres cuirassés et dotés de griffes remontent à la surface. Et cette fois, ils peuvent débarquer sur le rivage.